Bonjour, je suis Charles Christian, maître d'œuvre de cette nouvelle structure sur la toile. Je cite Orivis Picture, qui a pour vocation d'ausculter l'information et autres faits de société ciblés sous un angle vu et corrigé par votre hôte ici présent. J'ai pas la prétention de me prendre pour Archimède, encore moins pour un faiseur de roi, mais plutôt vous convier à la découverte de mon univers à travers la pertinence de mes propos, je cite, de mes réflexions, de mes analyses, de mes reportages, et l'idée que je me fais des choses, plus particulièrement de la société. Si cette découverte est au goût du jour, acceptez d'être mes hôtes et de m'accompagner tout au long de cette nouvelle et belle aventure, comme qui dirait, une aventure dans ses rêves. Le sort des miliciens interamoués conditionne-t-il la paix entre le Rwanda et le Congo-Kinshasa? C'est donc le grand dossier de cette semaine. Le 22 juillet, à Pretoria, en Afrique du Sud, des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé un protocole d'accord dont la mise en application pourrait conduire d'ici à 3 mois à la fin de la guerre déclenchée au Congo en 1998. D'un côté, les forces congolaises s'engagent à procéder avec l'appui des Nations Unies au regroupement et puis au désarmement des miliciens extrémistes hutus-rwandais interamoués. Ces miliciens ont trouvé refuge sur le sol de l'ex-Zaïre et bénéficient de l'appui du gouvernement de Kinshasa. De l'autre, Kigali s'engage à retirer simultanément ses propres troupes de l'armée patriotique rwandaise, soit 35 000 hommes du sol du Congo-Kinshasa. L'idée de faire de la question de la neutralisation des miliciens hutus interamoués le pivot d'un accord de paix n'est pas du tout nouvelle. Elle figurait déjà dans l'accord de Lusaka signé en 1999 et jamais totalement appliqué. Alors, suffira-t-il de neutraliser, comme le demande Kigali, les rebelles hutus installés au Congo pour mettre un point final au conflit qui déchire le Congo-Kinshasa depuis quelques années? Et ce mardi, on l'a largement annoncé dans nos journaux. Ce mardi, dans quelques instants, pour ceux qui écoutent ce midi, les présidents congolais, Joseph Kabila, rwandais, Paul Kagame, se retrouvent pour finaliser l'accord. Mais déjà, certains observateurs de la crise des Grands Lacs doutent de son application. Pour un tel accord, l'ambition est vaste et le délai est très serré. Mais selon vous, faut-il y croire? Quelles sont les chances de sa mise en application? Qui des parties en conflit a intérêt que le conflit perdure? Comment arrêter le massacre des populations civiles, la RDC? C'est donc le grand dossier de cette semaine. Vos réactions, c'est tout de suite ici et maintenant au 01. C'est de mon pays, la RDC, il y a certaines vérités qui doivent être dites crûment. Notre classe politique est dépourvue d'imagination relevant du bon sens. C'est l'imagination qui illumine de notre jeu le cerveau des hommes. Nous sommes devenus, bien malgré nous, des figurants d'un genre nouveau, plongés dans un mélodrame qui se joue à guichet fermé au théâtre de l'Empire zaïro-congolais, qui est devenu un champ de prédilection pour fils et filles à papa. Malmenée de part en part, la RDC fait figure d'une balle de ping-pong aux mains des belligérants sous l'œil attentif d'un Paul Kagame qui s'en frotte les mains. Voici la preuve d'une division qui persiste sans raison apparente et relève de l'absurdité qui nous nargue. La politique ne vaut que par sa pensée philosophique, celle par quoi elle génère par son projet de société. Aujourd'hui en RDC, tout est à revoir de fond en comble. Et nous devrons tous mettre la main à la pâte pour ne plus tomber dans un tel guet-apens. Aujourd'hui encore, où tout le monde se prend pour ce qu'il n'est, mon pays s'enfonce dans l'abîme de l'histoire. On nous floue par un jeu d'alliances chaotique qui va de sommet en sommet sans trouver le moindre accord. Bien au contraire, de là, nous étalons les désaccords d'un Congo en sursis, qui s'effiloche par somnambulisme. D'où l'urgence d'un Archimède qui nous sortirait de ce guêpier. N'avons-nous pas le droit de bien vivre, ce qui équivaut à exister en acte dans la joie?
ce bien agir accroît la puissance d'exister d'un individu et par conséquent le sentiment qui touche à son paroxysme au travers de la satisfaction de soi. Autant je plaide pour nous, autant je plaide pour ces réfugiés qui sont devenus l'objet de tous les prétextes pour s'emparer d'une bonne partie de notre territoire. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Pas question de jeter au loup ceux qui ne le méritent. Nous ne répondrons pas au mal par le mal. De ces accords, je ne connais pas grand-chose et je m'en remets à ma seule conscience. Ce qui doit être fait le sera. Mais que cela se fasse dans les règles de l'art. Et l'Union africaine doit en prendre la tête. Et toutes les organisations notables et non gouvernementales internationales. Si Paul Kagame se permet de faire la pluie et le beau temps au Congo-Kinshasa, c'est bien parce qu'il sait à qui il a affaire. Nous ne sommes même pas tenus d'appliquer le moindre accord entre Congolais. Et cela nous empêche de courir de gauche à droite pour répondre au moindre caprice du mentor de Kagame. Je me pose la question de savoir si le peuple congolais est réellement convaincu de ses dirigeants qui courent d'accord en désaccord sans toutefois trouver le moindre terrain d'entente. La crise zimbabwéenne, en effet, le Zimbabwe, c'est quand même 12 millions d'habitants, mais les 4500 blancs possédaient jusqu'à récemment 65% des terres et la Grande-Bretagne qui, en vertu des accords de Lancaster House, avait promis d'indemniser les fermiers blancs pour que leurs terres soient redistribuées, n'a pas pu le faire, elle n'a pas tenu promesse, et c'est bien ce que dénonce le prochain intervenant. C'est aujourd'hui Robert Mugabe devrait dans la chronique pour avoir défié la communauté internationale et ses barbouzes d'une moralité douteuse. C'est qu'il y a anguille sous roche. De quoi s'interroger sur la détermination de l'homme, de l'indépendance, à vouloir à tout prix s'imposer coûte que coûte. Loin d'avoir toujours été de la vie de celui-ci, je pense que l'homme n'est pas devenu du jour au lendemain un mutin de la vieille génération qui serait parmi nous par accident, de quoi justifier son action par sa perte de raison. Et si par le passé j'ai eu à condamner celui-ci par son manque de tact sur la réforme agraire, aujourd'hui je comprends mieux les enjeux. Mugabe n'est autre que le résultat des promesses non tenues de la communauté internationale sur ce qui divise aujourd'hui. Ces politiques manquaient d'une communauté internationale qui n'a jamais su mettre tout le monde à la même enseigne. Mugabe est loin d'être un président comme on nous le décrit, mais plutôt un homme qui s'est retourné contre le système par sa disparité trop marquante entre les blancs et les noirs propriétaires terriens. Pour qu'il y ait des gens comme Robert Mugabe, adulé hier et rejeté aujourd'hui par cette dite communauté internationale, c'est qu'il y a une raison. Et ce point de friction a jeté de l'huile au feu. Je pense que le problème de Mugabe est la politique de deux poids, deux mesures de la communauté internationale. À notre égard, sans quoi je ne vois pas le pourquoi de cet état de fait. Et je ne m'explique pas le soutien de l'Afrique du Sud et la reconnaissance du Nigeria. Pourquoi Robert Mugabe est devenu le paria d'une communauté internationale mal en point? Répondre à cette question serait le commencement d'une bien meilleure compréhension de la crise zimbabwéenne. Il faut que la communauté internationale reconnaisse sa part de responsabilité dans cette crise. Merci, à très bientôt.
Rappelons que le prix africain numéro 1, le grand prix africain numéro 1, a été donc remis au président Laurent Désiré Kabila par le PDG d'Africain numéro 1, lui Barthélémy Mapango. C'était le 7 mai dernier. Nous restons toujours au Congo-Kinshasa. Kabila, l'homme de l'année 98, un prix bien mérité selon le tout prochain auditeur qui profite de cet heureux événement pour inviter le président congolais à œuvrer pour une presse libre et indépendante en RDC. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie pour nous laisser endormir par des théories abracadabrantes qui consistent à mettre au rouge ceux qui ont des choses à dire et pas toujours dans le sens qu'on voudrait. Il n'y a rien de plus normal que de critiquer l'action d'un gouvernement. Stéphane Kitutu, un journaliste victime de tous les régimes et voire du peuple, au temps du petit papa maréchal, alors que celui-ci, devenu impopulaire à Kinshasa, ne se sentant plus en sécurité nulle part et même pas dans son camagnola flottant au large d'Ensele, il allait se retrancher dans son Guadolité natal à 2000 km de Kinshasa en laissant à des postes clés des âmes sacrifiées qui en réalité n'avaient aucun pouvoir décisionnaire. Kitutu Stéphane, PDG de La Voix du Zaïre au début des années 90, en fut une de ces âmes sacrifiées. Je me vois encore dans son bureau au premier étage de la tour du cité de La Voix du Zaïre où il me disait: que ferais-tu à ma place, fiston? Le soutien, si je refusais, ça allait être le commencement de mes ennuis. Avec Mobutu et le fait d'accepter, je savais à quoi m'attendre. Et mes gros soucis ne faisaient que commencer. Et l'incompréhension avec mes collègues n'allait qu'en grandissant. Kitutu Stéphane a payé cher de ses temps passés à la tête de La Voix du Zaïre, alors que le pauvre se faisait tout le temps coiffé par l'ex-ministre de l'Information et secrétaire du mouvement populaire de la Révolution impère de Mobutu. Kitutu Stéphane fut molesté par la population quinoise injustement. Aujourd'hui, voilà que tout recommence. Et je commence franchement à me demander ce qui se passe dans la tête de ceux que nous avons soutenus. Nous avons salué le changement et nous attendons de ce changement toute une transformation de la société de fond en comble pour couper tout lien avec les méthodes et pratiques de l'ancien régime. Le soutien que nous avons su apporter à LDK n'était pas pour ses beaux yeux, mais pour un dynamisme qui allait nous entraîner dans les profonds changements. Nous ne voulons pas que la voix du peuple soit confisquée par un noyau dur qui tousserait pour si peu et de peur de se voir enrhumé voudrait nous faire douter et regretter toute l'énergie que nous avons consacrée pour la cause. La presse et le pouvoir doivent tout faire pour trouver un meilleur terrain d'entente. Le pouvoir doit vaquer à ses occupations et la presse doit informer et aussi faire valoir ses opinions. Quand elle en a. Les démêlés entre le pouvoir et la presse doivent cesser. Cette situation ne nous honore guère et nuit dangereusement à notre image de marque. J'en appelle à LDK, le numéro 1 congolais, de faire taire tout malentendu, de tirer cette situation au clair et de faire jouer la règle du jeu d'une démocratie transparente où la presse ne saurait être inquiétée et encore moins ceux qui ont des opinions à faire entendre. Nous ne sommes pas si naïfs que ça. À bon entendeur, salut. L'actualité africaine, c'est bien sûr la RDC, le Congo-Brazzaville et l'Afrique du Sud.
mais d'abord le sujet de la semaine et son développement. Pour que la faim cesse d'être une arme pour les chefs de guerre en Afrique. Depuis 1949, le droit humanitaire a interdit dans le monde l'arme de la faim avant les armes conventionnelles. Malheureusement, cette disposition n'est jamais respectée et la famine, toujours utilisée comme une arme, fait 30 millions de victimes par an. Ainsi, en Afrique, des milliers de personnes, en majorité des femmes et des enfants, meurent de faim parce que l'aide humanitaire est détournée, soit par les maquisards, soit par les mouvements politiques, en mal de reconnaissance sous le regard impuissant des organisations humanitaires. Qu'il s'agisse du Soudan, de la Sierra Leone, des Grands Lacs aujourd'hui ou de l'Éthiopie, de la Somalie, du Libéria hier, nombreux sont ceux qui utilisent cette stratégie d'affamer les populations comme arme. Alors selon vous, comment permettre aux populations civiles concernées de recevoir normalement l'aide alimentaire? Que dire de l'impuissance des organisations humanitaires d'urgence? Et quelle est la responsabilité de la communauté internationale dans l'acheminement de cette aide? Voilà, des questions qui continuent de vous faire réagir au journal des auditeurs et on y arrive. Première réaction, les organisations humanitaires sont manipulées autant par les forces en conflit que par la communauté internationale. Le prochain auditeur nous explique pourquoi les aides humanitaires sont toujours prises en otage, soit par les jeux des uns ou la manipulation des autres. On écoute son explication. Si certains pays, oiseaux de mauvais augure, disposent de l'arme nucléaire pour faire taire tout malentendu, chez nous autres pauvres diables, nous ne disposons que de seuls moyens de bord. Et fatalement, nous n'avons su trouver mieux que de nous emparer des aides humanitaires que l'on détourne à d'autres fins bien peu recommandables, dénuées de tout bon sens. Ne tenons plus compte de la famine qui guette, menace et ravage déjà dans certaines zones à haute tension. Nous nous servons de cette arme pour faire chanter nos adversaires et faire taire nos populations et aussi pour mettre la pression sur la communauté internationale pour avoir gain de cause à nos revendications et de même renforcer nos positions pour un meilleur rapport de force. Lamentable. La population dépourvue de tout, que nous avons trahi depuis belle lurette, par des guerres sans âme et sans raison d'être. En temps de conflit armé, nos chefs de guerre deviennent des seigneurs, tant par leur incitation à la haine, tant par leur brutalité inouïe. Il nous arrive encore malheureusement de nous comporter comme des gosses irresponsables et irréfléchis, s'emparer de aides humanitaires pour faire souffrir une population qui en a tant besoin est un crime à ciel ouvert. Et ceci est un acte criminel qui ne saura échapper à la justice des hommes. Pour que des populations désemparées aient foi en la loi, si cette pratique est devenue monnaie courante, ce n'est pas pour rien. Les pauvres types s'en servent comme une arme de dissuasion et ça marche à tous les coups. D'une part, ça leur permet d'avoir de l'emprise sur leurs otages. Rien. Les pauvres types s'en servent comme une arme de dissuasion et ça marche à tous les coups. D'une part, ça leur permet d'avoir de l'emprise sur leurs otages. D'autre part, cela leur permet aussi et surtout de se réapprovisionner en armes et en hommes. À qui la faute? À ceux qui leur ont montré que le système n'était pas aussi faillible. Et ceux qui sont censés le protéger sont les mêmes qui les violent impunément, sans la moindre gêne. Ainsi, montrons le mauvais exemple aux petits sorciers d'à côté.
Il est vrai que ceci se passe en Afrique, mais ce n'est pas différent de ce qui se passe ailleurs. L'ONU n'étant pas en mesure de tout bien faire, et quelquefois jouant une sorte de volte-face, il faut bien que certaines organisations humanitaires, apolitiques et non gouvernementales corrigent la copie et prennent la relève. Seul croc en jambe pour ces institutions qui quelquefois se portent mal, elles sont infiltrées par des agents spéciaux, agents secrets, qui sont là pour d'autres motifs non avoués. Tout ça parce que l'État aurait donné un petit coup de pouce. L'action humanitaire est une tâche noble, tout à fait noble et louable qui mérite toute notre considération et personne ne m'en démentira là-dessus. Dans beaucoup de pays africains, la peine de mort est prévue pour les auteurs de meurtres, de trahison, de tentatives d'assassinat contre le président, ainsi que pour les auteurs de mutinerie ou de désertion dans l'armée. Notre tout premier auditeur, un fervent abolitionniste, estime que la peine capitale relève d'un dysfonctionnement de l'état de droit et peut être considérée comme un affront à l'humanité. Voici son commentaire. Si certains peinent à éradiquer la peine de mort de leur constitution, il faut bien reconnaître qu'il y en a encore beaucoup qui fantasment sur la peine capitale, croyant trouver là la réplique au mal, alors que les temps changent et le meurtre évolue. Maintenir la peine de mort dans une société qui se veut et se dit civilisée, la peine de mort est une erreur dans l'appareil judiciaire. Un État qui se veut de droit doit dépasser le stade de la rancœur qui, à certains égards, peut servir de prétexte pour éliminer certains opposants et certaines catégories d'individus qui font l'ombre au tableau. La peine capitale est un encouragement à la division d'une société et au renforcement de la haine des uns envers les autres. La peine de mort n'a jamais été une solution efficace. Bien au contraire, c'est les pays où la peine capitale est encore en vigueur qu'il y a un taux élevé de criminalité. Et les ONG telles que Amnesty International et autres disent bien que la peine de mort est un affront à notre humanité. Mary Robinson, au commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Amnesty International et autres disent bien que la peine de mort est un affront à notre humanité. Mary Robinson, au commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, après l'exécution de Carla Faye Tucker aux États-Unis en février 1998, citait: je comptais pleinement avec les familles des victimes de meurtres et d'autres crimes, mais je ne puis accepter que la mort d'une personne justifie la mort. L'Afrique peut-elle revendiquer sa place dans l'économie mondiale au XXIe siècle? Depuis la fin de la décolonisation, le continent s'est peu à peu enfoncé dans la misère. Le revenu global des 48 États est à peine supérieur à celui de la Belgique. Le revenu par habitant est quant à lui inférieur à celui de la fin des années 60 selon un récent rapport de la Banque mondiale, d'ailleurs rapport rendu public il y a moins de 3 semaines. Pour les experts de la Banque mondiale, les guerres, l'incurie ou la grande négligence des gouvernements, la corruption, la chute du cours des matières premières, les épidémies, l'évasion des capitaux soutenue par la fuite massive des cerveaux n'ont pas permis au continent de décoller.
Le même rapport révèle que l'Afrique noire ne s'est toujours pas relevée du remodelage forcé auquel l'ont soumise les grandes puissances. Préoccupées par la construction de l'Europe, l'œil rivé sur l'émergence inattendue de l'Asie du Sud-Est, les pays occidentaux ont peu à peu délaissé l'Afrique, refusant même de lui consacrer, comme promis, 0,7% de leur PIB. Cette aide s'érode régulièrement. La palme revient donc aux États-Unis qui y consacrent seulement 0,1%. Les questionnements de la semaine, quelle est votre vision de l'Afrique du XXIe siècle? Cette Afrique doit-elle encore tout attendre de l'Occident? Autre question, en Afrique, la bonne gouvernance ne serait-elle pas la réponse impérative à la situation d'extrême pauvreté des populations? Au moment où la population africaine demande de plus en plus des comptes à ses gouvernants, la lutte contre la corruption ne serait-elle pas l'une des priorités pour renouveler la classe politique afin d'enrayer le déclin? Enfin, dans un continent où presque tout reste à faire, comment mettre fin à la fuite des cerveaux? C'est le thème principal de cette semaine, avec à la clé déjà une réaction qui vient de ne pas venir. L'Afrique doit relever d'énormes défis économiques, mais y a-t-il des raisons d'espérer? Écoutez plutôt l'avis de notre premier auditeur qui pense que le continent doit, pour être présent dans le commerce mondial, développer l'économie du marché. Croire que l'Afrique a connu une économie croissante serait le comble de l'ironie. La vraie question serait, est-ce que l'Afrique a-t-elle réellement connu une économie de marché, sans toutefois se fier aux marchands de tapis qui cultivent l'art de la mesquinerie avec brio? Alors qu'une économie de marché, une vraie, se juge par la capacité des navires porte-conteneurs voués à l'exportation et des géants pétroliers et tout ce qui porte à l'exportation et pas qu'à l'importation. On nous parle d'une économie de tapirs qui s'enferme pour échapper à la vue. Et pourquoi donc? C'est bien parce que nous ne maîtrisons pas encore les bases fondamentales de l'économie de marché. Ce n'est pas par défaut, mais par mépris de ceux qui se refusent à voir l'Afrique aller de l'avant. Confession faite par force ne vaut rien. Donc, la bourse se rétrécit, la conscience s'élargit. N'oublions pas que les corbeaux ne crèvent pas les yeux aux corbeaux, mais nourris un corbeau, il te crèvera l'œil. Juger d'une économie, c'est parler d'une économie de marché qu'on voudrait voir mettre en place. Or, l'Afrique n'en a pas. Tout se joue par des pratiques honteuses qui relèvent de la calomnie, de l'ignominie et des pots de vin qui faussent les cartes de jeu. Vouloir parler d'une économie, c'est bien beau. Il faut encore jouir d'une véritable dépendance qui repose sur des institutions solides et valables, qui sont là des piliers d'un état de droit. Or, un état de droit à l'heure actuelle, en Afrique, relève de l'utopie. Soyons sérieux. L'Afrique de nos jours repose son salut sur des rêves qui ont du mal à trouver leur bonhomme de chemin, au vu de toutes les tracasseries qui sont là que des bâtons dans les roues. Nous ne participons pas à l'économie de marché, mais nous nous laissons entraîner dans des aventures qui nous dépassent, contraints et forcés, d'où notre désillusion, qui en est la problématique de notre misère à juste titre, et non la régression. Première réaction sur le thème. Après tant d'accords de paix restés lettres mortes, après tant de tentatives de réconciliation vaines et tant d'espoirs déçus, le peuple angolais ne doit désormais compter plus que sur lui-même pour la pacification du pays. Par ailleurs, notre auditeur qui revient sur l'histoire mouvementée de l'Angola invite Dos Santos et Savimbi à faire la paix des braves. Nous sommes dans le contexte de la problématique angolaise, quelque chose qui nous échappe. On en sait tout. Et le docteur Jonas Savimbi et l'UNITA sont sur une mauvaise pente. On ne nous dit pas tout. Et l'impella de Dos Santos n'est non plus mieux. Et les deux devront rendre des comptes à l'histoire de l'Angola et de l'humanité. La tragédie de l'Angola
a commencé du jour où le mouvement national pour l'indépendance s'est divisé. Un peu à l'image de la RCD au Congo-Kinshasa. 1975, indépendance proclamée et hostilité engagée. Un pays à double facette qui nous fait penser à une histoire parallèle. Les belligérants ont transformé l'Angola en un complexe funéraire. Aucune date, excepté le jour de l'indépendance, n'a plus aucun sens et aucune importance à leurs yeux. Le reste n'est que symbole. De 1979 à 1988, que tant d'énergie perdue. De 1989 à 1991, que tant d'illusions perdues. De 91 à 92, que d'espoir dessus. À quoi bon de continuer? La paix en Angola ne saurait venir que des Angolais, car ils sont les seuls à savoir pourquoi cette guerre persiste encore. Est-ce bien un problème entre Bantou et le métissage de la société angolaise pro-portugaise? Non. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit de punir aussi injustement tout un peuple qui ne demande pas mieux que de vivre en paix et de recouvrer toute sa dignité après tant de siècles d'insoumission. À quand la fin de cette tragédie angolaise? Un pays aussi grand que l'Angola, aussi riche que l'Angola, mérite ce qu'il y a de mieux pour ses enfants tant que pour son peuple. Mais pourquoi ces dirigeants, ces belligérants, n'en font qu'à leur tête, alors que le peuple agonise et n'a plus assez de larmes pour se faire entendre, si ce n'est que ces lames qui ne cessent de le trancher comme du saucisson? Si le docteur Savimbi et Dos Santos continuent à régner sur l'étendue du territoire angolais par la forte oppression qu'ils exercent par les armes, il serait temps qu'ils commencent à penser au peuple et à son bien-être. S'ils aiment vraiment ce pays et s'ils entendent jouer un rôle positif dans l'histoire de l'Angola et de l'entendre, si ce n'est que ces lames qui ne cessent de le trancher comme du saucisson. Si le docteur Savimbi et Dos Santos continuent à régner sur l'étendue du territoire angolais par la forte oppression qu'ils exercent par les armes, il serait temps qu'ils commencent à penser au peuple et à son bien-être. S'ils aiment vraiment ce pays et s'ils entendent jouer un rôle positif dans l'histoire de l'Angola et de l'Afrique, ces belligérants ne manquent pas d'énergie quand on voit tous les moyens qu'ils déploient pour mieux tenir le coup de la guerre. Une véritable conversion des différentes formes d'énergie qui nous laissent pantois. Là où l'ONU a essayé et a échoué, les Angolais peuvent surmonter la pente. 24 ans d'indépendance et de guerre, 24 ans de dur labeur pour un peuple martyr, pour un peuple pris entre le marteau et l'enclume. La guerre en Angola n'a plus de sens. Et ces richesses qui permettent aux uns et aux autres de s'approvisionner en armes devraient plutôt être mis au service d'un peuple dépourvu de tout et qui frise la catastrophe par son extrême pauvreté circonstancielle. UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, est souvent synonyme de guerre et d'atrocité, alors qu'en langue centrafricaine, l'image de fraternité se rapproche beaucoup plus de ce sigle.